Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo. Vous avez vu, moi je suis toujours en train de tirer sur mes manches parce que j'adore les avoir sur les mains. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à la réalisation d'un pull top-down de A à Z. Donc dans la première partie que je vous mettrai juste là, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. C'est la première partie dans laquelle je vous explique de A à Z comment réaliser la première partie du pull. Donc vraiment la partie raglant jusqu'à la séparation des manches. Et maintenant on est parti pour la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer le rabattage tubulaire, comment venir rejoindre les manches, enfin comment venir reprendre les manches sans faire de trous sous les bras. Vous voyez, moi j'aime bien quand c'est large et j'aime bien quand les manches sont ultra longues. D'ailleurs ici je les ai faites super longues pour pouvoir rester comme ça avec les manches sur les mains, quoi. Moi j'aime bien ça, surtout quand je travaille sur un PC. Et ben voilà, je vais vous montrer les techniques. Ça ne sera pas aussi long que la première vidéo, parce que la première vidéo c'est vraiment long. Et ben c'est parti. J'ai terminé le corps. Donc en jersey, je l'ai essayé, j'ai rajouté ici une rallonge au câble pour vraiment l'essayer, pour voir à quelle longueur je le voulais. Et ensuite je suis venue faire des côtes 1-1. Par contre ici je n'ai pas fait de diminution, je suis vraiment venue faire les côtes à au même nombre de mailles que le corps. Parfois il m'arrive de faire des côtes plus serrées, donc je fais des diminutions sur un tour ici pour vraiment avoir un effet beaucoup plus ballon ici. Donc j'ai deux façons différentes de rabattre les côtes souplement. Alors si vous vous demandez ce que c'est un protège aiguille. Quand je range ou quand j'ai terminé, je mets toujours un protège aiguille parce que ça m'est déjà arrivé, surtout avec les aiguilles en bois, de casser ici à la jonction parce qu'elles étaient mal rangées, ou d'avoir tout simplement mon tricot qui se barrait, enfin qui s'enlevait de mes aiguilles. Donc c'est bien pratique, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc ici, au niveau des côtes 1-1, généralement, quand je fais des côtes 1-1, je fais un rabattage tubulaire à l'aiguille. Ça, je vais vous le montrer en deuxième lieu. En premier lieu, je vais vous montrer un rabattage qui est beaucoup plus simple et qui s'adapte à vraiment toutes les formes de mailles, que ce soit, enfin toutes les formes de côtes, que ce soit des 2-2, des 3-1. Vous pouvez même le faire sur du jersey, c'est élastique simplement. Je l'aime moins parce que quand on ne serre pas, quand on n'est pas une bonne tension, on a un petit effet de trompette en fait. Ça vient un peu s'évaser comme ça sur le bord et je n'aime pas. Donc il faut vraiment pas trop serrer et pas trop tendre, pas trop laisser lâche ce type de rabattage. J'ai oublié de vous dire, les côtes, je les ai faites en aiguille numéro 3 et le corps en 3,5. Donc les côtes, je les fais toujours avec un demi ou parfois même un numéro en dessous. Alors j'ai mis une feuille blanche pour être sûr que vous voyez bien. Le premier rabattage, je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Quand je suis à l'envers, mon fil est devant moi. Je vais glisser mon aiguille gauche à l'intérieur des deux mailles qui sont sur mon aiguille de droite et elles apparaissent comme si je les tricotais à l'envers, en fait, comme si je les prenais toutes les deux comme ceci à l'envers. Et je vais les tricoter toutes les deux à l'envers puisque mon fil était devant. Je serre un peu, pas trop. Ma prochaine maille est une maille en droit. Donc je passe mon fil devant, je tricote la maille à l'endroit et je glisse mon aiguille à l'intérieur des deux mailles comme si j'allais les tricoter à l'endroit, mes torses, et je tricote à l'endroit. Je tire un peu sans trop tirer, genre une autre maille à l'envers, ensuite je passe mon fil devant moi, je la tricote à l'envers, je repasse mes aiguilles dans ces deux mailles comme si je les tricotais à l'envers et je les tricote à l'envers. Je repasse mon fil devant, je tricote à l'endroit, je rabats les deux à l'endroit. Voilà, je passe mon fil devant, je tricote la maille envers à l'envers, je passe mon fil
dans les deux, je tricote à l'envers en rabattant les deux, je me retrouve avec une maille, je tricote à l'endroit, je passe dans les deux mailles, je rabats et on fait ça tout le long et on a un beau rabattage qui est bien élastique, mais je vous dis qu'il parfois fait un petit effet trompette. Donc maintenant je vais vous montrer le deuxième, enfin la deuxième façon de faire, qui est le rabattage tubulaire, qui pour moi est beaucoup plus beau, beaucoup plus adapté aux côtes 1-1. Pour le rabattage tubulaire, j'ai besoin toujours de cette fameuse aiguille à bourron, aiguille de tapisserie, et je vais prendre 3 fois la largeur de mes côtes en fil avant de couper. Je prends même un peu plus pour être sûr. C'est même parfois ennuyant parce que c'est un long fil. Mais vaut mieux en avoir de trop que d'en manquer, et je coupe mon fil. Voilà. Alors j'ai vu sur des vidéos qu'il y a des personnes qui faisaient pas tout à fait comme moi. Moi celle-ci me convient très bien. Donc je vais vous montrer comment je fais. Alors je commence donc toujours ici par une maille endroit. Donc chaque fois que je vois une maille endroit, je passe entre la maille endroit et la maille envers. Je fais ça systématiquement. Au début c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de fils. Alors une fois que j'ai mon fil qui est devant moi, maille endroit à droite, maille envers à gauche, je passe comme si j'allais tricoter la maille envers, je passe à l'intérieur de cette maille. Et je reviens avec cette même aiguille tricoter dans le même sens. Donc comme la première est une maille endroit, je vais les tricoter dans le sens là. Je vais vraiment les prendre de gauche vers la droite. Et voilà. Et je peux faire tomber ma première maille. Maintenant, la première maille qui se présente est une maille envers. Donc je vais toujours travailler sur la deuxième maille, que je vais prendre cette fois de droite à gauche, comme si je la cousais. Je vais vous le mettre après d'un peu plus près. Et idem pour la première maille qui est une maille envers. Et là, je la laisse tomber et je la rabats comme ceci. Alors on revient ici avec une première maille endroit. Je vais juste mettre mon zoom d'un peu plus près pour que vous voyez mieux. Donc ce rabattage, il se décortique en 5 étapes. La première, donc je commence toujours quand j'ai une maille endroit. Je passe mon fil par l'arrière entre la maille envers et la maille endroit pour venir mettre le fil devant moi. Étape 1. Étape 2, donc je vais toujours travailler sur la deuxième maille pour commencer. Je vais passer mon aiguille et mon fil de l'avant vers l'arrière dans cette maille. Donc en fait de la gauche vers la droite. Donc ça c'est l'étape 2. Étape 3, la maille endroit, je la prends de la même façon et je la fais tomber. Voilà, je passe tout mon fil. C'est un peu long hein, quand on a beaucoup de fils. Alors pour l'étape 4, je vois qu'ici je commence par une maille envers. Donc je vais passer de droite à gauche pour aller chercher la maille endroit qui est la deuxième maille. Et l'étape numéro 5 où je fais à nouveau tomber ma maille. Donc les mailles tombent sur l'étape 3 et l'étape 5. Et là, je recommence une maille endroit. Donc je passe de l'arrière à l'avant entre mes deux mailles.
Étape numéro 2, je passe de gauche à droite, donc comme ça, dans ma deuxième maille, qui est une maille envers. Je refais la même chose dans la première maille que je laisse tomber pour l'étape 3. Étape 4, je vais chercher la deuxième maille qui est une maille en droit, donc de droite à gauche. Et l'étape 5 où je vais chercher ma maille en vert, je la fais tomber et voilà. Donc là j'ai fini encore un autre cycle et je suis repartie, je recommence comme ça jusqu'à la fin. Donc je reviens vers vous une fois que j'ai fini tout mon rabattage, de façon à vous montrer ce que ça donne. Enfin vous voyez déjà hein, ce que ça donne, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus ça fait vraiment comme les pulls qu'on achète quoi. C'est vraiment très professionnel comme rabattage, élastique, ça fait pas de trompette, c'est vraiment génial. Mais moi je ne sais le faire que sur des côtes 1-1 pour l'instant. Et il me reste 2 points à terminer. Donc une maille en droit, je passe entre les deux. Là, je prends la maille envers par la droite, je lâche. Donc j'ai terminé. Ce que je vais faire maintenant, c'est relier ces deux morceaux en passant par ici. Voilà. Voilà, on voit plus rien. Donc ça, c'est vraiment propre, vraiment beau. On a carrément un arrêt de maille quasiment comme sur les pulls qu'on achète. Moi, je trouve ça vraiment classe. Il ne reste plus qu'à rentrer le fil maintenant. Ça aussi que j'aime dans ce genre de pull, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fil à rentrer. Il n'y a pas de couture. Je vais le cacher donc dans les mailles d'une côte, d'une maille en droit de la côte sur l'envers du travail. Donc vous voyez, j'avais pris 3 fois et un peu plus et je suis bon pour la longueur. En fait, quand je monte les mailles, c'est toujours 3 fois et quand j'arrête les mailles, c'est toujours 3 fois aussi. Voilà, et pour une sécurité supplémentaire, je vais aussi aller le cacher dans la maille d'à côté et ça ne bougera plus. Voilà, je viens couper le fil à ras et j'ai terminé vraiment le devant, donc mon jersey et ici mes côtes qui sont un tout petit peu plus élastiques que enfin qui sont élastiques mais qui sont juste un tout petit peu moins larges que le pull. Comme ça retombe sur les hanches, que je les fais plus long, ça ne me dérange pas. Quand je le fais plus court, comme je vous disais, je fais quelques diminutions. Pour relever mes mailles, je reprends mon kit bleu. C'est vraiment le plus complet. C'est juste dommage que ce soit que de 3,5 à 5, qu'il ne soit pas plus complet. Donc c'est en acheter séparément. Donc je vais reprendre mes aiguilles 3,5. Pour le moment, je vais prendre les plus grandes avec un câble de 20 cm. Et après, je viendrai remettre les plus petites et prendre un câble plus petit qui est fourni bien sûr avec le kit.
Alors serrez-les bien hein, parce que on est déjà arrivé à avoir des aiguilles qui se dévissent et de perdre des mailles en plein milieu. Alors quand on doit relever des mailles, ici on voit, on a les mailles qu'on a rajoutées, les mailles qu'on a mis en attente, et ici entre les deux on a un petit espace. Alors il y a plein de techniques qui vous disent comment relever les mailles. Voilà, seule pour moi qui ne fait pas de trou, c'est quand je viens rechercher des mailles en plus. Et dans le Riegel raglan, ce patron là, on vous dit de prendre autant de mailles dont vous aurez besoin. Donc ici je regarde hein, par rapport à la largeur de mon câble, je serai bon. Et après je viendrai soit de mettre un câble plus petit, soit de changer d'aiguille. Alors pour relever mes mailles, donc d'abord je vais reprendre les mailles qui étaient en attente et venir les remettre sur l'aiguille. Donc voilà, j'ai relevé toutes les mailles. Je fais bien attention que toutes les mailles sont bien sur le câble. Des fois, je ne mets pas de fil, hein, je laisse carrément un câble en attente avec juste 2 arrêts. Donc ici, on voit où j'ai changé la pelote. Et logiquement, dans les patrons, on vous dit relever un nombre de mailles qui est en fait le nombre de mailles que vous avez rajouté ici. Mais moi, ce que je fais, et tout le monde, ça ne convient pas à tout le monde. Moi, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour ne pas avoir de trous. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a d'autres vidéos qui vous montrent d'autres techniques ou les mêmes techniques que moi. Mais autrement, donc moi, je vais aller rechercher 2 à 3 mailles en plus ici. Et là, pour vraiment venir boucher les trous et on n'y verra rien. Alors, j'aurai quelques mailles en plus. Simplement, tous les 3 rangs, je vais venir faire une diminution en plus que ce qui est préconisé dans le patron. Je prends mon fil, je le mets à l'intérieur et je dois revenir relever. Enfin, moi ici j'avais rajouté 6 mailles et je vais venir en relever 3 de plus pour ne pas avoir de trous. Alors je les prends pas trop près du bord comme quand je fais des chaussettes en fait. Et voilà, je viens piquer à l'intérieur, j'attrape mon fil et je le passe. On peut aussi faire ça avec un crochet, hein, parfois c'est plus facile. Et déjà je vois si ça fait un trou ou pas. Ça se voit déjà en fait. Ensuite je viens piquer dans mes mailles, les mailles donc que j'ai rajoutées. Et ici, je suis repartie pour refaire 3 mailles en plus. Et ici, vous voyez, si je laisse là-dedans, j'aurai un trou. Donc, il faut que je pique en dessous. Et là, je n'aurai pas de trou. Alors, combien de mailles? Là, à ce moment-là, je regarde hein, par rapport à ma première maille. Combien de mailles j'ai monté?
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 3 de chaque côté plus les 6 que j'avais, ça fait bien 12. Donc maintenant je vais venir mettre un marqueur central au milieu de ces 12 mailles que je viens de monter. Et ça sera le milieu de la manche, ça va vraiment me servir à placer ensuite mes diminutions. Donc maintenant je fais un tour sans rien. Donc je sais que j'ai 3 diminutions de chaque côté à faire en plus. Donc dans le patron, on me dit donc que je dois faire une première diminution donc de chaque côté du marqueur à 9 cm et ça peut être aussi tous les 8 rangs ensuite. Donc je vais d'abord faire un rang. Les premières, moi j'en ai 3 à faire en plus de chaque côté, donc je vais les faire sur les 9 premiers rangs en fait, au rang 3, au rang 6 et au rang 9. Donc j'ai besoin de mon compteur de rang que je vais aller chercher. Voilà, j'ai fait un tour à vide. Maintenant, on va dire que ça, c'est le premier rang. Je passe mon marqueur, je tricote une maille. Parfois, c'est 2 mailles. Ici, dans ce patron-ci, qu'est-ce qu'on préconise? Tricoter une maille. Ensuite, faire 2 mailles, tricoter 2 mailles ensemble. Donc, les 2 prochaines, je vais les tricoter ensemble. Donc, une maille, 2 mailles. Je les tricote ensemble. Ça fait une diminution sur le tour. Maintenant, je vais tricoter jusqu'à 3 mailles avant le marqueur. Alors il me reste 3 mailles avant le marqueur. Là je vais faire ce qu'on appelle en anglais un SSK ou un glisse-glisse tricote, donc slip-slip knit. Donc je glisse la première dans le sens où je la prends normalement pour la tricoter. Je glisse la deuxième dans l'autre sens en fait, je recommence. Je glisse la première dans le sens où je la tricote. Je glisse la deuxième par l'envers. Je passe mon aiguille gauche au travers pour revenir comme si je tricotais ces 2 mailles torse à l'endroit. Et je les tricote ensemble et voilà, j'ai ma deuxième diminution sur mon rang 1. Maintenant, je vais retricoter jusqu'au rang 4 et je vais vous remontrer comment je fais encore ces diminutions puisque j'ai 3 diminutions de chaque côté à faire en plus pour retomber sur le même nombre de mailles que le patron. Voilà, je suis arrivée au rang 4, rang où je dois encore faire des diminutions. Donc vous voyez le montage ici, j'ai pas de gros trous. Et là non plus. Parfois j'ai l'impression qu'il y a une maille qui est un peu plus grande ici. C'est tout simplement parce que c'est le début de votre fil qu'il suffit de tirer. Mais vous voyez que ça ne fait pas de trou cette méthode et on n'a pas besoin de venir vraiment raccommoder en dessous des bras, quoi. Donc c'est impeccable. Donc je vais vous montrer comment faire une fois encore la diminution. Donc ici moi je suis sur le rang 4. Après je la ferai sur le rang 7, mais bon je pense que là vous n'aurez plus besoin de moi. Je tricote une maille, 2 ensemble, donc c'est K2 toe, knit 2 together, tricoter 2 ensemble. Je suis partie pour aller jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, enfin avant le marqueur en fait.
Me voici 3 mailles avant le marqueur. Donc ici, vous voyez ici ça s'écarte. C'est tout simplement parce que c'est le fil en dessous qui s'écarte. Il suffit juste de le resserrer et ça n'y paraîtra plus. Et donc ici c'est glisse, glisse, tricote les 2 mailles que je viens de glisser et voilà. Et voilà, je suis repartie comme ça jusqu'au rang 7. Et ensuite, ma manche va se construire, donc elle va descendre. Et là, je vais faire les diminutions là où elles doivent être, comme préconisé dans le patron. Et ensuite, les côtes de bout de manche, comme préconisé aussi dans le patron. Je vais faire les 2 manches et je vous retrouve juste après pour le blocage, enfin peut-être pour rentrer les fils et pour le blocage. Voilà, le pull est terminé maintenant avec les manches, les 2 manches faites. J'ai fait des côtes simples et j'ai fait un rabattage tubulaire, la même chose que j'ai fait pour le bas des côtes. Et on voit ici que c'est un rabattage qui est élastique, qui part pas en trompette comme certains, qui partent vraiment sur le côté. Et je trouve que ça fait très professionnel. Alors j'ai directement rentré les fils au moment où je l'ai cousu et maintenant je vais rentrer le fil. Il reste 3 fils à rentrer quand on arrive à cette étape. Je vais rentrer le premier fil qui est le fil du col, c'est le fil du démarrage du pull et vous allez voir il n'y a vraiment pas beaucoup de fils à rentrer et je vais les rentrer dans la chaînette du point ici. Je vais vraiment aller le cacher dans cette chaînette. Derrière, on verra rien parce que c'est vraiment sur les côtes arrière et je vais repartir ici sur la côte à côté, le replanquer dedans. Voilà, quand j'ai fait ça, je coupe à ras, sans couper dans le pull. Voilà, donc ici, le col, c'est fait. J'ai retourné le pull sur l'envers, donc ici on a l'arrière du pull en dessous des bras, donc ici la manche, et ça c'est le fil de démarrage. Et vous voyez au fil de démarrage, de temps en temps on a une maille qui est un peu plus lâche, on va venir fermer avec le fil qui reste et qu'on va rentrer. Il n'y a vraiment que là, donc j'attrape, je vais attraper ici et là, comme ceci, voilà, c'est fait. Vraiment pour dire de resserrer un peu, mais les trous, il n'y en a pas. Avec la méthode que je vous ai montrée pour relever les mailles sous les bras, il n'y a pas de trou, c'est vraiment parce qu'ici j'écarte et on vient cacher le fil. Alors si jamais vous avez une petite maille un peu plus lâche ici, vous pouvez aussi venir avec votre fil la resserrer.
Voilà, je vais pouvoir couper mon fil. Voilà. Et venir faire la même chose de l'autre côté, donc sur mon autre manche. Ici j'ai mes petits fils aussi de changement de pelote. Alors il est où ici le fil? Il est de ce côté. Et je vais venir aussi resserrer un peu. Enfin, ça fait pas de trou, mais j'aime bien venir resserrer la première maille en fait. On pourrait le mettre comme ça, simplement les laines, elles sont pleines de petites poussières et tout, elles ont traîné dans des stocks et moi j'aime bien les laver. Donc, puis je vais le bloquer aussi pour qu'il prenne sa forme définitive. Donc je vais aller lui prendre un petit bain dans la baignoire avec un peu de calan. Alors je vais rajouter dans la baignoire avec de l'eau à moins de 30 degrés et mon eau est à 25 degrés. Je vais rajouter de l'eau calan. Le mien est l'Aromatiso Pamplemousse. C'est un shampoing pour laine qui ne se rince pas et qui est aussi anti-mite, je pense. Rien que pour ça, je vous conseille de laver vos lainages naturels avec ça. Voilà, je vais tremper mon pull dans l'eau. Faire en sorte qu'il absorbe bien. Je ne le tords surtout pas. C'est pas évident, hein, une main de filmer, surtout avec mon épaule. Voilà, je vais le laisser tremper 5 minutes comme ça. Couleur de l'eau qu'il a quand même dégorgé. Et maintenant je vais faire partir l'eau et le presser un peu sans le tordre. C'est parti, je le presse logiquement à deux mains pour retirer un excédent d'eau, un maximum d'eau, pour qu'il ne pèse pas 2 tonnes, autrement il va s'élargir. Alors il est encore très lourd, hein, donc j'évite de le manipuler. Ce que je fais, je vais prendre une serviette que je vais venir mettre au-dessus et je vais venir l'éponger sans le soulever pour qu'il y ait un minimum d'eau dedans quand je vais le manipuler. J'étale 2 vieilles serviettes par terre et je vais venir déposer le pull dessus. Je viens le déposer et je vais le positionner. Simplement, je fais attention de ne pas le détendre, donc je l'ai vraiment pris en boule pour le déposer sur les serviettes et je vais le positionner de façon à ce qu'il n'y ait pas de pli. Je replie une première fois ma serviette, donc le pull est positionné et je viens enrouler. Donc je fais un burrito avec mon pull à l'intérieur. Et je vais venir marcher dessus de façon à vraiment extraire le maximum d'eau qui est encore dans les fibres. Et je viens placer maintenant le pull, comme il doit être.
bien à plat. Voilà, je vais mettre en forme avec mes peignes de blocage pour que le col se mette bien. Et voici le pull bloqué sur le tapis de blocage avec des peignes de blocage. Donc j'ai dû demander à mon homme de le faire pour moi parce que je n'arrivais pas, avec mon épaule, je n'arrive pas encore à bouger correctement, je ne sais pas bouger mon bras latéralement. Donc c'est lui qui a mis les peignes à la bonne mesure. Donc en fait vous voyez qu'on a étiré le pull de façon à ce qu'il prenne vraiment la bonne mesure qui est sur le patron. Ici ça devait faire 97 de large, on l'a mis à donc 97 divisé en 2 pour qu'il soit vraiment à la bonne mesure. Et les traits que vous voyez, bien ce sont mes peignes de blocage. Les peignes de blocage, ça ressemble à ceci et ça permet de venir piquer le tricot dans le tapis, qui est en fait aussi un tapis de blocage, mais vous pouvez aussi utiliser un vieux tapis, des tapis sur lesquels on fait jouer les enfants, quoi. Si vous en trouvez, c'est pas mal aussi. Donc voilà, maintenant ça va sécher pendant 48 heures, enfin jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. En été ça va beaucoup plus vite, ici c'est l'hiver, il fait humide, ça prend un peu plus de temps. Donc maintenant il faut juste s'armer de patience et attendre qu'il soit bien sec. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour réaliser votre propre pull top-down de A à Z. Il se peut que ça vous paraisse hyper compliqué dès le départ, mais je vous assure qu'une fois qu'on a bien compris les techniques, c'est parti et on ne fait plus que ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!